Le très sérieux site d'information japonais Natali.mu autour de l'industrie du divertissement et notamment également de l'anime et du manga nous rapporte les propos du président de Studio Pierrot, le studio d'animation en charge entre autres d'animés tels que Bleach, Boruto ou encore Black Clover. Ces propos sont extrêmement importants, non pas que concernant la situation et le contexte de son entreprise, mais concernant la situation actuelle et les perspectives d'évolution de l'industrie de l'animation au Japon. Il va être primordialement question ici de Bleach et de la guerre sanglante millénaire. Naruto y sera évoqué, et vous allez rapidement constater que ce mode de pensée-là, ce mode de production des animés, est en train de se généraliser, va parler à tout le monde, y compris à des œuvres comme Dragon Ball, avec son futur Dragon Ball Daima. Cette vidéo s'adresse véritablement à tout le monde, à tout fan d'anime. Monsieur Michiyuki Honma, le directeur des studios Pierrot, nous dit, je cite, et cela provient du site de Natali.mu en japonais, traduit via Google Traduction en français. Il ne se peut qu'il y ait quelques micro-coquilles en matière de traduction, mais dans l'ensemble c'est relativement fidèle au sens des propos. Il nous est dit donc, je cite, « Avec le changement de président, la politique de gestion de Pierrot va profondément changer. En prenant ses fonctions, Monsieur Honma avait un fort sentiment d'attraction pour l'argent. Et c'est alors que ce monsieur Honma parle directement. Je le cite, « Ce n'est pas cool, mais ce à quoi je pensais le plus, c'était l'argent. L'industrie de l'anime a toujours été pauvre. C'est toujours la même routine et situation pour notre entreprise et nos employés. Les salaires sont bas, il y a beaucoup d'heures supplémentaires. C'est entre guillemets sale au sens où c'est pas facile, c'est dur. Je n'ai pas pu m'empêcher de me sentir frustré lorsque l'image que je me faisais de l'industrie de l'anime s'est avérée. Cependant, en tant que manager, je dois redonner quelque chose aux employés qui sont entrés dans l'industrie de l'anime, accompagnés des créateurs qui m'ont aidé. Il était difficile pour tout le monde dans cette industrie et dans cette entreprise, Studio Pierrot, d'avoir une vision de la vie qu'ils voulaient. Mais c'est la première chose à laquelle j'ai pensé lorsque je suis devenu manager. Heureusement, poursuit-il, Pierrot a non seulement la capacité de créer des œuvres que le studio a cultivées au fil des années, mais il possède également de grands atouts, dans la forme des œuvres qu'il a créées. Nous nous sommes fixés pour objectif d'en tirer le meilleur parti et de doubler notre chiffre d'affaires annuel d'ici 10 ans. Un propos introductif qui se veut sans commentaire. Au début, on aurait pu croire qu'il avait tout misé sur l'argent, et en tant que président, ce serait compréhensible. Cela dit, se dégage de ses propos des valeurs, une forme d'honnêteté, de volonté d'améliorer les revenus, les bénéfices de son entreprise, mais également de ses employés, et de pouvoir être une entreprise à même de leur conférer de réels objectifs de vie, et non de se tuer la santé au bureau, de dormir, parfois comme le font certains animateurs directement sur place, en étant payés au lance-pierre. Il veut en terminer avec cette ère-là, l'apport de richesse en entreprise découlerait sur le reste des employés. C'est purement le modèle économique d'Adam Smith, et on se rend compte que d'entreprise en entreprise, c'est pas toujours bien le cas, et de manière générale, pas du tout. Pour poursuivre, le site de Natali.mu nous dit que Monsieur Honma a réussi factuellement à augmenter les ventes de Studio Pierrot, et a même réussi à plus que les doubler en 10 ans depuis 2012. Il reprend la parole en disant « Ce n'est pas que j'étais un excellent manager. Grâce au travail minutieux de mes employés dans la création d'animés, de nombreux succès ont été créés. Et l'industrie a considérablement changé, non seulement sur les marchés traditionnels, européens et américains, mais aussi en Chine et dans d'autres lieux en Asie. Étant de plus en plus conscient des droits d'auteur et de la diffusion de streaming vidéo, les ventes à l'étranger ont doublé grâce à cela, permettant de créer de nouvelles sources de revenus autres que les traditionnels Europe et États-Unis. Le nombre de plateformes pour les produits pouvant être développés de cette manière, des jeux d'applications aux jeux vidéo, les figurines et les cartes ont augmenté également, sensiblement. En d'autres termes, les revenus générés par une licence ont augmenté par rapport à l'époque de Creamy Miami, l'ange magique. Cela a changé. Tout ce que nous avons fait en tant que manager, c'est d'obtenir beaucoup d'informations auprès des opérateurs de plateforme et de mettre en place des fonctions internes pour nous concentrer sur ces domaines. Nous créerons un point de contact spécialisé dans les affaires à l'étranger, la distribution et le merchandising, afin que les clients du monde entier puissent regarder le travail, donc les épisodes animés, et obtenir des produits de caractère, sous-entendu de valeur, sans perdre aucune opportunité. La force de Studio Pierrot aujourd'hui réside dans le fait que nous disposons d'un personnel capable de monétiser efficacement, ce qui corrobore totalement avec les propos récents d'Akio Yoku, anciennement estampillé Shueisha, désormais directeur de la Capsule Corporation Tokyo, gérant purement les droits concernant tout ce qui est format d'animation et jeux vidéo Dragon Ball. Il communiquait d'ores et déjà en ces termes. Il y a comme une forme de réalisation de prise en compte
parlez-en droit directement au Japon, de la manière dont ils peuvent étendre et monétiser leurs activités, générer, créer du chiffre d'affaires mais aussi surtout du bénéfice et bénéficier des nouveaux canaux de distribution tels que les plateformes de streaming. Pour revenir du côté de Studio Pierrot, on l'a bien vu avec Bleach et la guerre sanglante millénaire que l'on retrouve entre autres sur Disney+, ou des plateformes aussi comme Hulu. Il nous dit, ce monsieur Honma, qu'il ne veut pas perdre, et c'est avec cette mentalité, cette détermination qu'il a lancé un nouveau défi, celui de créer un animé. Studio Pierrot, nous dit le site de Nathalie, continue d'évoluer non seulement en termes de gestion, mais aussi en termes de production. Dans les années 2010, tout en continuant à produire des œuvres de longue date, telles que Naruto et Bleach, Pierrot a également produit une variété d'œuvres à succès, telles que Tokyo Ghoul et Osomatsu-san, sur une ligne distincte. Les années 2020 ont marqué le début de nouveaux changements. Par exemple, Bleach, qui a débuté en 2004, s'est poursuivi sans interruption pendant la période de diffusion. Ils veulent dire par là que c'était un animé fleuve. Il y avait tout le temps un épisode chaque semaine, quitte à ce qu'il y ait des fillers, peut-être des moments rallongés, de grandes phases qui reprenaient le canon du manga, peu importe, mais il y avait toujours du Bleach. Tandis qu'avec Bleach, la guerre sanglante millénaire débutait en 2022, ou encore nous disent-ils la série Kingdom, ces œuvres et cette même œuvre pour Bleach s'est produite en saisonnier, de manière distancée. Et nous sommes actuellement dans l'attente du cours de la saison numéro 3 de Bleach. Derrière tout cela se trouvait le sentiment de crise de monsieur Honma, et il a beaucoup appris grâce à l'énorme succès de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. Il nous dit, je cite monsieur Honma, « Je pense que Kimetsu no Yaiba a été un tournant majeur pour l'industrie de l'anime. C'était un travail de haute qualité qui a pris beaucoup de temps et un budget généreux à réaliser, et cela a été un grand succès quand il a été diffusé, attirant des gens d'un large éventail de groupes d'âge. Je l'ai moi-même regardé, nous dit-il, avant et après l'annonce de Demon Slayer, j'ai vraiment senti que nous devions changer notre façon, chez Studio Pierrot, de créer des choses, des œuvres de qualité à une échelle similaire. Le Japon dispose d'un environnement où elles peuvent être regardées à la télévision classique. Je trouve que c'est vraiment merveilleux de créer une œuvre pendant longtemps, comme Pierrot l'a fait jusqu'à présent, sous-entendu les animés fleuves. Dans le même temps, des coûts de fonctionnement, de production et un budget élevé comportent de gros risques. Cependant, je me demande si je peux rivaliser avec des œuvres utilisant de nouvelles méthodes en utilisant celles d'un autre temps. Cela fera probablement tomber la marque. Studio Pierrot et moi voulons être numéro 1. Dans cet esprit, toute la société a travaillé ensemble pour créer un nouvel animé lors de la création de Bleach, guerre sanglante millénaire. C'est des propos que je trouve extrêmement puissants. Encore une fois, ça corrobore ceux de Akio Yoku, ça corrobore des informations que j'avais pu récupérer moi-même en interne. Lorsque j'enquêtais à l'époque sur les tenants et aboutissants de Dragon Ball Daima, je vous l'avais déjà partagé, je vous le redis ici, il m'avait été partagé le fait qu'à la fois Demon Slayer et aussi Jujutsu Kaisen ont beaucoup marqué au sein de leur industrie, que cela soit les spectateurs, les fans, les lecteurs et autres, les consommateurs de manière générale, et aussi et surtout en retour, les producteurs. Les studios, ces sociétés se rendant compte qu'elles peuvent créer des travaux d'énormissime qualité, visuels, scénaristiques, d'adaptation, de création, sans avoir à être là constamment toute l'année à diffuser un épisode chaque semaine, qui est une course contre la montre réelle, et parfois insensée jusqu'à dégrader complètement la qualité d'un épisode, jusqu'à altérer totalement son scénario. Dragon Ball en a fait les frais aussi et beaucoup d'autres œuvres, tandis que certains se payent le luxe d'investir certes de belles sommes, mais probablement moindres sur des décennies vu qu'il s'agit de productions saisonnières qui vont marquer très très fort sur leur temps de diffusion, qui vont être diffusées en télévision, réexploitées en plateforme de streaming mondialement, obtenir une seconde vie ensuite sur les télévisions mondiales avec des rediffusions locales au Japon, la série gagne en popularité, le manga, le format livre également, les produits dérivés explosent, deviennent iconiques, ces œuvres se permettent d'obtenir des productions cinématographiques, tandis qu'avec un animé fleuve, on peut avoir des films, et on a eu des films, mais c'est toujours très compliqué en termes de gestion du personnel, le format saisonnier n'efface pas tous les problèmes. Et on le voit, ce n'est pas parfait. Cela dit, c'est en train de s'instaurer en tant que modèle de réussite actuel, et comme se questionne monsieur Honma, face à ces nouveaux modèles émergents à succès, à énormissime succès, doit-on continuer de persévérer, de créer avec des créations de type animé fleuve, tandis que d'autres studios peuvent avoir des vies beaucoup plus saines, aussi bien financièrement qu'humainement, en proposant des productions beaucoup plus gérables. Il y a donc toute une forme de remaniement, c'est pas facile à faire, déjà au niveau des mœurs, au niveau de la méthodologie de travail, au niveau des enveloppes des budgets de production, au niveau des plannings, au niveau également des diffusions télévisées. Les saisonniers,
C'est bien, ça fait de grosses audiences. Cela dit, lorsque la saison est terminée, il n'y a plus rien à diffuser. Bien que ce ne soit pas le problème pour un studio d'animation, ils doivent aussi y réfléchir. Les chaînes de télévision ont besoin d'avoir quelque chose à diffuser, ont besoin de pouvoir le planifier, et avoir des animés fleuves était une forme de sécurité, en sachant qu'il y a des affaires de gros sous. Ces mêmes chaînes de télévision font partie intégrante des comités de production. Ces comités sont décisionnaires d'à peu près tout, de vie et de mort concernant un animé, et posent beaucoup d'argent sur la table. Si ces chaînes de télévision sont déstabilisées, qu'adviendra-t-il de leurs prochaines décisions au cœur d'une industrie qui va tourner vers le tout ou le majoritairement saisonnier? Le bonheur des studios fera-t-il le bonheur des télévisions? Cela reste une question, pour moi en tout cas en suspens, à laquelle il faudrait trouver et apporter réponse. Ce n'est pas quelque chose qui est développé dans l'article, mais que je souhaitais mettre en avant. Concernant ce dernier, l'article, il nous dit que la nouvelle tentative de Pierrot a été couronnée de succès. Et Bleach, la guerre sanglante millénaire, avec une saison en 2022 et 2023, a été bien accueillie, notamment pour ses visuels de haute qualité. Monsieur Honma s'est également montré positif quant à sa méthode actuelle, et a exprimé sa confiance dans ses travaux futurs. Pour prendre l'exemple de Bleach, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit en matière de succès. Une fois de plus, je réfléchis à d'autres parties prenantes, encore une fois les chaînes de télévision. Oui, Bleach, guerre sanglante millénaire est diffusé en télévision, mais plus du tout au même créneau horaire qu'à l'époque. Un créneau tardif au Japon qui fait que l'anime n'est pas censuré, ou en tout cas pas trop. Et du coup, ce n'est pas le même public, ce n'est pas la même audience, ce ne sont pas les mêmes publicités que l'on diffuse à la télévision, et ce ne sont pas les mêmes revenus que les télévisions génèrent. Ceux qui mangent très bien en ces conditions, ce sont les plateformes de streaming. Là, c'est un carton et un succès phénoménal, évidemment. Monsieur Honma reprend la parole et nous dit « Bleach, guerre sanglante millénaire a reçu un énorme écho à l'étranger, hors Japon. Quand je vais à des événements là-bas, je suis traité comme un héros, dit-il sous le ton de l'humour. Cependant, tous les employés de Pierrot ont changé d'état d'esprit et veulent vraiment faire cette œuvre. Il parle de Yatagarasu, traduit en français, le corbeau ne choisit pas son maître. C'est une œuvre créée également dans ce nouveau style, saisonnier. Alors soyez à l'affût vis-à-vis de ce dernier, ainsi que de nombreuses séries qui sont en cours ou en pause. Attendez-vous à l'avenir de Pierrot qui relève le défi de créer une nouvelle animation. Forcément, lorsqu'il évoque le cas d'animé en cours et en pause, on pense à Bleach qui prend sa pause saisonnière, mais on pense aussi à Boruto dont la partie 1 s'est clôturée et pour lequel nous n'avons aucune nouvelle. Le manga Boruto to Blue Vortex a apporté l'ellipse et commence à s'envoler très fort. Il y a une double question par rapport à la partie 2. La partie 1 ne s'est pas arrêtée tout pile à la fin de la partie 1 en manga. Donc il y a un tout petit morceau qui manque, c'est un petit peu étrange. Si ça revient directement avec To Blue Vortex, il y aura un creux. Je pense qu'ils vont le boucher, mais avec quoi? Et secondo, quand est-ce que cela reviendra? De ci, de là, vous pouvez entendre et lire que ça ne reviendra pas avant 2025, 26, 27, 28, 30, etc. Sachez que tout cela est de la rumeur. Personnellement, je n'ai pas l'information. On m'a simplement dit de prendre mon mal en patience, qu'il n'y avait pas de date particulière, que les choses devraient revenir beaucoup plus qualitativement que ce que l'on a pu avoir dans l'anime originel partie 1 Boruto. Hormis cela, je n'en sais rien, je n'ai pas plus d'informations que ça en officieux. Cela dit, je tenais vraiment à insister sur le fait qu'aucune date de retour de l'anime Boruto n'a été prononcée, n'a été émise en officiel. Évidemment, il est peu probable que ça sorte cette année. Je vous avoue qu'à titre personnel, j'ai peu d'espoir pour l'an prochain, mais à vrai dire, c'est l'inconnu total. Donc, restons optimistes et laissons de tels studios se restructurer et travailler. Et justement, ils apportent de nouvelles méthodes de travail, ils nous parlent de nouveaux styles relativement aux saisonniers et d'être à l'affût vis-à-vis de cela également pour les séries en pause. Loin de moi l'idée de vouloir extrapoler, mais Boruto pourrait revenir en saisonnier. Ça éviterait l'infinité de fillers sur Chocho qui fait un énième régime ou sur Mitsuki qui caresse son chat et lui donne des croquettes. La qualité serait au rendez-vous, les employés seraient beaucoup mieux considérés, les retours sur investissement pour Studio Pierrot en seraient que plus élevés, les poussant à produire et investir encore plus à la suite, générant encore plus de contenu. Alors certes, il n'y aura pas l'épisode hebdomadaire, mais il y aura des saisons et ce de manière continue. Au final, et ça répond un petit peu à la problématique des chaînes de télévision, qu'ont-elles à se mettre sous la dent pour remplir leur créneau? Il se peut que ça soit une espèce d'amoncellement et de composition de diverses séries saisonnières. Je pense que les chaînes de télé, notamment au Japon, plutôt que de faire blocage radical à tout cela, devraient plutôt réfléchir à comment travailler pour mieux les accueillir, gérer leur planning pour avoir telle série de tel studio à telle période, peut-être enchaîner ensuite avec une autre série de ce même studio si elle est prête, ou en enquiller une autre d'un autre studio, et composer ainsi ces calendriers. Il faudra peut-être parfois meubler avec des rediffusions, le moins que possible évidemment,
mais au global, sur la cinquantaine de semaines qui composent une année, avoir des chaînes de télévision qui nous proposent continuellement de l'animation fraîche, nouvelle et inédite, mais qui ne serait pas forcément toujours la même chose chaque semaine, la même rengaine, la même routine. Je pense que c'est une méthodologie de travail qui va demander de se retrousser les manches, mais qui peut être viable et qui peut payer. J'ai trouvé ses propos extrêmement éloquents. Évidemment, il ne s'est pas amusé à parler de Dragon Ball, ce n'est pas son business. Il a quand même parlé de Demon Slayer qu'il prend en tant qu'exemple, et c'est clairement le cas et la volonté pour un Dragon Ball Daima. Après avoir parlé de Bleach, après avoir parlé de Boruto, je conclurai sur le cas de Daima. Clairement, ça en prend la direction. Évidemment que la thématique démoniaque résonne avec le lore Dragon Ballesque, il n'a pas attendu Demon Slayer pour se l'inventer. Le Makai, les démons, etc. en tout genre, on en a une pelletée dans Dragon Ball depuis toujours. Cela dit, le fait que cette thématique soit exploitée lorsque des Jujutsu Kaisen et Demon Slayer cartonnent n'est pas anodine du tout. C'était clairement une volonté en interne d'exploiter également ce penchant-là, et de plus on se rend compte que l'on flirtait en premier lieu avec une série qui était en web sur les plateformes, puis on nous annonce qu'elle est quand même diffusée sur Fuji TV de manière traditionnelle aussi, mais ça va être les deux, ça va être plateforme plus télévision. Énormément d'annonces sont faites depuis l'étranger par rapport au Japon et aux États-Unis, corroborant avec les propos de Monsieur Honma, cette volonté d'aller aux États-Unis, et vous allez voir qu'il se passe beaucoup de choses. Là, c'est pas très médiatisé, mais beaucoup de choses en Asie. Toei Animation essaye vraiment d'avoir la même mise avec Daima sur les marchés asiatiques hors Japon. Là, en ce moment, ils sont en train d'essayer de dorer ou redorer le blason de Dragon Ball du côté de l'Inde. Il y a beaucoup de choses qui se font en off de ce côté-là. Monsieur Hayashida, producteur, a fait tout un tour de plusieurs pays, etc. Bref, je vais pas rentrer dans trop de détails qui ne devraient pas être tant bien que ça rendus publics. Il y a donc une volonté de tous les côtés d'exploiter tous les marchés. Pour le moment, quand même, je trouve que l'Afrique se trouve en orpheline. On en parle très peu, alors qu'il y a vraiment des fans là-bas. Me direz-vous, il y a peut-être moins d'argent à dépenser dans les loisirs par ces contrées. C'est peut-être une triste réalité, mais en même temps, ça me fait toujours un pincement au cœur que des peuples et des fans, des spectateurs soient délaissés. Il y a d'ailleurs de nombreuses personnes qui m'écoutent de la francophonie, y compris en Afrique, que je salue et que je remercie sincèrement du fond du cœur. Je pense qu'on ne devrait pas les délaisser. C'est peut-être à leurs yeux un marché, comme pour le jeu vidéo, on se rend compte que c'est plus compliqué par là-bas aussi, qui va être délaissé, à mon grand désarroi, mais en tout cas on constate qu'il y a quand même une volonté de s'étendre du côté du reste de l'Asie, du côté de l'Europe, du côté de l'Amérique, et il y a un énorme besoin de se restructurer lorsqu'il s'agit de production et de transiter du modèle fleuve au modèle saisonnier. C'est la grande question que l'on peut se poser pour Dragon Ball Daima. Va-t-il être au format saisonnier? Si Akio Yoku partage les mêmes constats que Monsieur Honma, la probabilité pourrait en être élevée. Affaire à suivre. Merci infiniment, en parlant de suivi, d'avoir été là du début à la fin de cette vidéo. Décortiquer les tenants aboutissants et l'envers du décor de cette industrie me passionne profondément, j'espère que vous aussi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça m'aidera énormément, à vous abonner, à activer la cloche des notifications, à liker, commenter, partager, merci vraiment pour tout. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.